Aujourd'hui, on revient sur une affaire qui a vraiment secoué l'île Maurice. La mort de Kaya, Joseph Réginald de Taupise. Il avait 38 ans, retrouvé mort en cellule le 21 février 1999. Oui, à la prison d'Alcatraz, à Port-Louis. Un véritable choc. Et tout de suite, la version officielle a été donnée. Mort après une crise d'épilepsie, une chute, quoi. Mais cette version a immédiatement été contestée, n'est-ce pas? Beaucoup ont pensé à des violences policières. Exactement. Ça a déclenché des émeutes pendant 3 jours. Il faut dire que Kaya avait été arrêté quelques jours avant, après un concert militant pour la dépénalisation du cannabis, le Gandia, comme on dit là-bas. Et comme il n'a pas pu payer la caution, il est resté en détention. Notre analyse aujourd'hui, elle s'appuie sur une contre-enquête vidéo qui a été faite bien plus tard, 15 ans après. C'est ça. Et elle soulève pas mal de points troublants. Notre objectif, c'est justement d'explorer ces éléments, ces divergences qui persistent autour de cette affaire. Alors, commençons par le début, la découverte du corps et la première autopsie. Bon, c'est un gardien qui le trouve dans la cellule 6. Kaya est sur le ventre, face contre terre. Il y a une trace de sang qui part du nez, qui coule sur la joue gauche jusqu'au cou. D'accord. Et le médecin légiste de la police, le docteur Sunam, il arrive vite à une conclusion. Très vite. Pour lui, c'est clair, une blessure au front due à une chute pendant une crise d'épilepsie, et cette blessure aurait causé l'hémorragie fatale. Un peu rapide peut-être comme conclusion. La famille, elle, n'était pas satisfaite. Non, pas du tout. Elle demande une contre-autopsie. C'est le docteur Rammstein, qui vient de la Réunion, qui va s'en charger. Et là, les conclusions sont très différentes. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, le docteur Rammstein idente d'abord une trentaine de lésions sur tout le corps de Kaya. Pas juste la tête. Une trentaine? C'est énorme. Oui. Et surtout, concernant la blessure à la tête, il estime qu'elle est compatible avec un choc direct ou alors un secouant violent. Peut-être même qu'on l'a tirée par les cheveux. Donc pas une simple chute. C'est ce qu'il suggère fortement. Mais il y a un autre point, peut-être encore plus troublant. C'est cette fameuse trace de sang. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Sa trajectoire. Du nez sur la joue gauche jusqu'au cou. Pour que le sang coule comme ça, il aurait fallu que Kaya soit sur le dos. Alors qu'il a été retrouvé sur le ventre. Exactement. Retrouvé sur le ventre, le sang n'aurait pas pu couler de cette façon. Ça défile est loin de la gravité, quoi. C'est une incohérence majeure que Rammstein souligne. Et ça jette un doute sérieux sur la scène telle qu'elle était décrite au départ. Absolument. Et la gestion des rapports d'autopsie n'arrange rien, au contraire. Comment ça? Le rapport officiel du docteur Sunam, celui de la police, il est rendu public après le rapport du docteur Rammstein. Et on a l'impression qu'il est surtout écrit pour contrer les conclusions de Rammstein, point par point. Avant même d'avoir tous les résultats de laboratoire, c'est ça? Oui, sans attendre tous les résultats, notamment toxicologiques. Ça donne une impression de défense plutôt que de recherche de vérité. Bon. Et comme si ça ne suffisait pas, les autorités mauriciennes font appel à un troisième expert. Oui, le docteur White, un Britannique. Sa mission, officieusement du moins, semble assez claire. Réfuter la thèse de la brutalité policière et valider l'accident. Et il le fait. Oui, il conclut dans ce sens. Mais là où ça devient vraiment problématique, c'est comment il arrive à cette conclusion. C'est-à-dire? Il n'a pas fait d'autopsie lui-même. Non. Il base tout son avis uniquement sur la lecture du rapport Rammstein. Un rapport écrit en français. D'accord. Sauf que le docteur White ne parle pas français. Attendez, il se base sur un document qu'il ne peut pas lire directement. Précisément. Son avis dépend donc entièrement d'une traduction. Et on ne sait absolument pas qui a fait cette traduction, un traducteur anonyme. Donc, une expertise basée sur une traduction anonyme d'un document source que l'expert ne comprend pas lui-même. C'est pour le moins léger, non? C'est extrêmement questionnable, oui. Ça fragilise considérablement la valeur de ce troisième avis. Venons-en maintenant aux indices matériels, aux faits consignés par la police elle-même, notamment dans le Diary Book, ce registre de la prison. Oui, ce registre mentionne la position du corps quand il est découvert. Face contre terre, mais avec les pieds coincés entre les barreaux de la porte de la cellule. Les pieds coincés entre les barreaux. C'est une position très étrange pour quelqu'un qui serait juste tombé, non? Tout à fait. Ça nourrit la thèse qu'il aurait pu être jeté, projeté dans la cellule. Mais ce n'est pas la seule incohérence dans ce registre. Ah bon? Il y a autre chose? Oui, un détail de lieu qui cloche. À 6h32 du matin, il est noté qu'un ordre est donné pour placer une sentinelle devant la cellule 6, là où Kaya a été trouvée. D'accord, logique. Mais plus tard, à 8h40, un inspecteur déclare dans ce même registre avoir fait le premier constat officiel avec le médecin légiste. En cellule 8. Cellule 6, puis constat en cellule 8. Mais ça voudrait dire que le corps a été déplacé. C'est une des hypothèses fortes qui ressort de la contre-enquête vidéo, oui.
Un déplacement qui pourrait peut-être expliquer cette position bizarre, les pieds coincés. Et qui expliquerait aussi pourquoi la trace de sang ne correspondait pas à la position finale sur le ventre si le corps a été bougé. Exactement. Ça ouvre beaucoup de questions. Et puis il y a ce témoin, un codétenu, Obilou. La police dit qu'il aurait entendu Kaya chanter peu avant sa mort. Oui, ça servait à montrer qu'il allait bien avant, je suppose. Mais l'enquête vidéo dit quoi sur ce témoin? Eh bien, elle révèle que ce témoin, Obilou, dont la crédibilité en tant que détenu pouvait déjà être discutée, n'aurait en fait jamais confirmé cette version des faits durant l'enquête judiciaire. Jamais. Encore un élément de la version officielle qui semble s'effondrer. Oui. Donc si on fait le bilan de ce que cette contre-enquête a mis en lumière, on a 2 autopsies aux conclusions diamétralement opposées, Une troisième expertise très fragile basée sur une traduction anonyme. des incohérences flagrantes dans les propres registres de la police sur l'heure, le lieu du constat, la position du corps. Et un témoignage clé qui s'avère non confirmé. Ça fait beaucoup? Cette accumulation, oui. Ce n'est pas juste un détail qui cloche, c'est un ensemble d'éléments factuels contradictoires qui minent sérieusement la version initiale de la chute accidentelle. Et c'est sans doute pour ça que, des années après, cette affaire continue de susciter autant de débats et de doutes à Maurice. Absolument. Ces zones d'ombre n'ont jamais été vraiment éclaircies officiellement. Ce qui nous amène à une réflexion finale. Face à une telle accumulation d'incohérences factuelles, de contradictions entre experts, quelle crédibilité peut-on encore accorder à la version officielle initiale des événements? Et plus largement, comment une affaire comme celle-ci peut-elle impacter durablement la confiance de toute une population envers ses institutions judiciaires et policières?